Bon, j'ai 3 mois de retard, mais je voulais tout de même vous sortir un mid-year movie tag, qui sera du coup plus un septembre movie tag. Un concept dont on va parler ça de livre et que j'ai trouvé absolument très fun à copier en version ciné-série. Et on va commencer avec la série que j'attends le plus cette année, et c'est bien sûr la suite d'Eluva Boss qui arrive dès octobre. Donc je pense que la dernière saison était extrêmement forte, et celle-ci, je pense que ça aura du mal à l'égaler, mais c'est pas plus mal en vrai d'être dans une saison de transition plus tranquille plutôt que d'être toujours dans la surenchère permanente. J'ai très hâte de voir où va nous mener la grossesse de Millie et surtout d'enfin avoir une avancée sur la relation entre Stolas et Octavia. Parce que ça fait quand même depuis genre l'épisode 1 qu'on utilise le développement de cette relation. D'ailleurs, on se fera des lives pour React aux nouveaux épisodes sur ma chaîne Twitch, en live tous les dimanches de 18 à 20h à partir d'octobre, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le film que j'attends le plus, alors là, il y a deux réponses à ça. En premier, on a Wildwood, le nouveau film des studios Leica qui se sont fait énormément connaître pour Coraline. Ce sera donc un film d'animation en stop motion, leur spécialité, et ce sera réalisé par Travis Knight, le réalisateur de Kubo et l'armure magique, que j'avais absolument mais adoré quand c'était sorti. Je crois que c'était en 2016, un truc comme ça. D'ailleurs, anecdote, mais j'ai découvert en écrivant cette vidéo que Travis Knight, c'était le fils de Philip Knight, qui est tout simplement le fondateur de Nike et l'actionnaire majoritaire du studio Leica. Tu m'étonnes qu'ils aient la thune pour réaliser des projets aussi ambitieux. Bon, et puis le même mois, vous avez quand même la sortie le même jour de Dune et d'Avengers Doomsday. Même si je suis plus un très grand fan du MCU depuis Endgame, j'ai quand même très hâte de voir Fatalis enfin avoir une adaptation sans être trop nerf par le scénario. Et puis d'une, je suis tout simplement in love de Denis Villeneuve, j'ai adoré les deux précédents, j'ai pas réussi à lire Dune Messia en entier parce que je me faisais un petit peu chier, mais clairement, je prends mon jour de congé pour passer la journée entière au cinéma, en IMAX, en tous les trucs que vous voulez si possible. Enfin, ça risque d'être un des meilleurs mois de cinéma de l'année. Ma plus grosse déception de l'année, c'est Fjord qui est actuellement au cinéma. Alors attention, le film il est magnifique, que ce soit esthétiquement, que ce soit dans sa mise en scène, le choix de faire 90% de plans séquences et surtout des plans séquences majoritairement fixes, ça lui donne une vraie identité visuelle. Par contre, contrairement à tout ce qui se dit de beaucoup de créateurs de contenu, je ne vois pas en quoi le film crée du débat, à part sur le fait qu'il crée pas de débat justement. Je veux dire, le réal, c'est un centriste qui veut absolument pas prendre position. Toutes ces interviews, c'est des questions et des réponses qui tournent autour du pot et qui n'osent même pas parler du sujet politique du film. Il décrit une protection de l'enfance et une famille chrétienne totalement caricaturale, et vraiment, je trouve ça trop bizarre de dénoncer des potentielles dérives racistes qui peuvent exister dans une société qui se veut même progressiste, en prenant la défense de gens qui frappent leurs gosses, quoi. Non, moi j'ai pas éprouvé d'empathie envers la famille, car le film nous dit clairement qu'ils tapent leurs gosses. C'est pas juste une question laissée en suspens. C'est pas seulement des chrétiens qui se font discriminer, mais des gens violents. Je ne vois pas en quoi ça va permettre à quiconque de se remettre en question. J'ai même pas envie d'en parler plus, tellement j'ai trouvé la démarche inutile et maladroite au possible. Ma plus grande surprise de l'année, c'est bien un film d'animation français du nom d'Amélie et la métaphysique des tubes. Le film est tout simplement magnifique, de poésie, c'est une ode à l'existence, aux émotions. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça extrêmement touchant de suivre Amélie pendant les premières années de sa vie, redécouvrir via ses yeux ses premiers carrés de chocolat, sa découverte de la nature, des plantes, des animaux. Pareil, quand elle est confrontée pour la première fois à la mort, j'ai trouvé ça tout simplement déchirant. Et si l'animation permet bien quelque chose, c'est une totale liberté de mise en scène, et le film en est absolument bourré. Je pense notamment à une scène où elle expérimente pour la première fois que tout est éphémère et qu'elle se fait littéralement avaler par la vie, symbolisée par un gros poisson. Enfin, il y a tout un délire autour de la nature, autour des animaux. Franchement, si vous voulez être convaincu de ce que l'animation peut apporter au cinéma en tant que technique particulière de réalisation, foncez, c'est vraiment un des meilleurs films que vous verrez de votre vie. Le ou la réal que j'ai découvert cette année, bon bah c'est bien sûr Curry Barker, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire. Le nouveau petit génie de l'horreur qui m'a mais complètement époustouflé avec obsession. J'adore le travail sur ce qui se passe en arrière-plan, j'adore la manière dont la lumière a été travaillée pour donner cet aspect horrifique à Nikki avec son visage entièrement noir et seulement ses yeux qui brillent. Et j'aime énormément tous les effets pratiques qui ont été utilisés. Pourtant je suis vraiment difficile en termes de films d'horreur et encore plus en films de possession, démons, tous ces trucs là. Genre les Insidious, les Conjuring, tout ce genre, j'ai énormément de mal, mais alors là, j'ai trouvé ça exceptionnel du début à la fin. Enfin, il y a seulement les 15 dernières minutes où ça retombait dans l'horreur très graphique, qui m'intéresse beaucoup moins, mais bon, rien qui m'a fait vraiment regretter ma séance. La scène vraiment que j'ai adorée, c'est quand tu vois sur le visage de Bear la terreur, je sais pas, plusieurs minutes, je dirais, et que le contre-champ te révèle que la porte d'entrée est scotchée de partout. Je trouve que c'est tellement efficace pour faire monter la tension et montrer de l'horreur sans montrer des viscères partout. En tout cas, j'attends énormément de voir ses prochains films pour savoir si c'était juste un coup de chance ou s'il va renouveler l'expérience. Le film ou la série qui m'a fait le plus pleurer, c'est The Whale, un film sorti en 2022 par le studio A24. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, à part la fin que je trouve
un petit peu paresseuse de symboliser la mort du personnage par une sorte de libération de son enveloppe corporelle qui se met à flotter comme ça. C'est pas des plus intéressants. Par contre, le film est excellent sur son traitement des remords, des regrets, de l'auto-sabotage jusqu'à se blesser physiquement. Il y a une BO tout simplement, mais viscérale, que j'aime énormément, qui participe à toute la tension ambiante du film. Non, vraiment, j'ai pleuré du début à la fin et je pense que c'est le film le plus triste que je verrai avant bien longtemps. Le film que je dois absolument regarder, c'est Je suis Frankelda, qui est disponible sur Netflix et qui est le tout premier film d'animation en stop motion entièrement réalisé au Mexique. Alors j'adore le stop motion, je trouve que pour faire un film avec cette technique, faut vraiment être genre des passionnés de fous furieux, c'est tellement long, c'est tellement demandant. Je trouve que ça donne une patte tellement particulière à certains films que ça permet vraiment de plonger dans de l'imaginaire à 200%. C'est simple, je pense que c'est ma technique de création préférée, avec peut-être l'usage des marionnettes. Côté série, j'en ai deux à regarder. Déjà, en tant que grand amoureux de Spider-Man, j'ai bien sûr Spider Noir avec Nicolas Cage, qui est un acteur qui me rappelle énormément mon enfance avec tous les films Benjamin Gates. Je trouve qu'il a parfaitement la tête pour interpréter le rôle et je trouve ça super intéressant qu'on nous propose deux versions, une en couleur et une en noir et blanc. Ça se voit qu'il y a eu un travail pour avoir ce rendu très particulier quand tu passes en couleur et je pense que c'est ce dont on a besoin niveau projet de super-héros, des propositions qui ont une vraie identité et des choix marqués pour sortir un peu de tout ce qu'on peut nous servir aujourd'hui dans le genre super-héroïque. J'ai également découvert il y a peu l'existence de la série d'animation indé Metal Family et ça a l'air exceptionnel. J'adore tout ce qui traite sur les traumatismes et encore plus quand c'est des traumas qui se transmettent au sein d'une famille et ça a l'air totalement d'être le sujet de la série. D'ailleurs j'en profite mais la prochaine analyse arrive très bientôt, genre d'ici 1 ou 2 semaines et ça parlera justement de ce sujet puisqu'on parlera d'Encanto, mon Disney préféré. Alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour pas rater la sortie. Bon, passons au meilleur film de la mi-année qui est une adaptation que j'attendais énormément avec Ryan Gosling, Projet Dernière Chance. J'avais beaucoup aimé le livre et j'avais beaucoup d'attentes et surtout très peur de cette adaptation. Je pensais qu'il allait totalement ruiner le livre et bah j'avais totalement tort. C'est simple, c'est l'inverse, il corrige pour moi 90% des défauts que je trouvais au roman. Grace dans le film, il est 100 fois plus humain, 100 fois plus attachant que dans le livre où j'avais l'impression d'avoir affaire à une sorte de robot qui n'a aucun développement personnel, qui reste le même du début à la fin et qui exprime très peu ses émotions par rapport aux situations dans lesquelles il se trouve. Je veux dire, t'as l'équivalent de plusieurs traumatismes durant ton voyage. C'est censé un peu faire évoluer ton personnage, mais dans le livre, non. On s'en fout. Et ça se joue à pas grand chose, hein. C'est juste quelques phrases un peu modifiées dans le film, et c'est bon, c'est good. Hein. Il y a aussi le personnage de Strat que je trouve ultra bien amené à l'écran et que j'adore, ce personnage gris qui doit faire des choses horribles pour le bien commun. Donc, le seul reproche que je peux faire vraiment au film, c'est qu'il ne nous laisse pas assez hésiter sur le moment où Grace se rappelle de ses souvenirs. Et ça aurait été super intéressant, je trouve. Ça aurait pu nous laisser nous demander si ses actions sont guidées par ses souvenirs ou justement si c'est juste guidé par sa personnalité. Mais vraiment, à part ça, le film est très proche de la perfection pour moi. On pleure, on rit, on s'émerveille, on passe par toutes les émotions possibles. Bon, et bien sûr, mention spéciale pour In Waves, qui est vraiment un très grand film d'animation, encore une fois français, enfin franco-belge, je crois. Il est tout simplement magnifique. J'y retrouve certaines thématiques d'Amélie et la métaphysique des tubes, dans le sens où c'est également une sorte d'ode à la vie. Il y a des idées de mise en scène excellentes, inspirées par les vagues et la mer, vu que le film parle énormément du surf. Et si vous avez la chance de la voir encore au cinéma quelque part chez vous, foncez les yeux fermés. Mention spéciale également pour Spider-Man Brand New Day. Bon, je suis fan de Spider-Man, je m'attendais à pas grand-chose de celui-ci, mais je trouve qu'il y a une vraie tentative de nous faire ressentir les sensations de Peter. Il y a beaucoup de plans de voltige quand on est dans son masque, ou bien encore quand ses sens sont surdéveloppés, où on a des super idées pour nous donner quelque chose de très sensitif, je trouve, de nous montrer vraiment ce sentiment des fois de liberté et des fois de surstimulation. Bon, par contre, on passera sur les ralentis totalement immondes, juste pour imiter des couvertures de comics de ce que j'ai cru comprendre et qui n'apportent vraiment, mais vraiment rien au film et qui te sortent totalement de l'histoire. Et puis oui, une dernière mention spéciale à l'Odyssée, c'était bien, hein, le spectacle grand public. J'ai pas ressenti grand chose devant, mais le spectacle était là. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop avec ce film, qu'il aurait pu être 10 fois mieux si c'était pas Nolan qui l'avait fait, mais bon, il fait le taf. J'attends par contre tellement l'adaptation en film d'animation d'Epic the Musical qu'on nous a annoncé il y a pas longtemps. Je pense que ça va être magistral. Sur ce, c'était Louis Jo et on se dit à bientôt pour parler d'animation, de comédie musicale et puis bah de cinéma en tout genre.